Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler du travail. Alors on en parle évidemment très régulièrement. On en parle aujourd'hui parce que le Conseil économique, et social et environnemental s'empare de ce sujet d'une manière très approfondie. Une journée de réflexion avec les meilleurs experts, avec les représentants syndicaux, Laurent Berger, Sophie Binet de la CGT, Vievorka, MEDA, enfin tous ceux qui, de près ou de loin, depuis des années, s'intéressent à cette question du travail. Le travail qui fait sa révolution, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et on en parle avec des spécialistes qui sont certains membres ou ex-membres du CESE. Sophie Thierry, merci d'être là et merci d'avoir répondu à notre invitation. Présidente de la Commission Travail et Emploi du CESE, c'est vraiment votre sujet. Et vous avez été, rappelons-le, c'était hier, garante des Assises du Travail et vous avez remis les conclusions dans le cadre du Conseil national de la refondation et vous étiez sur le focus travail. Quel dommage d'ailleurs que ce Conseil national de la refondation n'ait pas été mis plus en valeur parce qu'il en est sorti beaucoup de choses très intéressantes. Merci d'être là. Et puis à vos côtés, Bruno Palier. Bonjour Bruno. Directeur de recherche au CNRS Sciences Po, entre autres, ancien membre du Conseil économique et social, c'est dire les gens importants que compose ce cénacle. Un petit mot quand même sur les assises, j'ai envie de faire le pont, parce qu'il y a eu la remise de ces conclusions, et puis là, immédiatement après, quasiment 3 semaines après, le CESE s'empare de ce sujet. Pourquoi c'est si important pour le CESE, pour vous et pour les acteurs, de s'emparer de ce sujet? Pourquoi il y a une sorte d'urgence à parler de ce sujet? Moi, je dirais que l'urgence, elle vient... elle est presque un phénomène post-Covid. Il y avait un tas d'évolution, de transformation du travail en cours que certains avaient déjà commencé à saisir, mais que le Covid et le confinement et l'explosion du télétravail, même si il faut quand même rappeler que c'est seulement 1/3 des salariés qui sont concernés, mais cette massification du télétravail a vraiment profondément modifié la donne. Et on l'a vu d'ailleurs à la rentrée de 2021, il y a eu un tas de tensions sur le marché du travail. Clairement. Pénurie de main-d'œuvre. Absolument, des difficultés de recrutement très importantes et presque jamais vues dans certains secteurs d'activité. On voit que les rapports au travail sont en train de bouger fortement et que c'est un sujet social, économique, et puis on aura peut-être le temps d'y revenir, on pense aussi environnemental. Et environnemental, ça a une incidence, évidemment. On parlera du télétravail, de la semaine des 4 jours, moins de déplacements en voiture, moins de déplacements, moins de fatigue. L'urgence, peut-être... Il y a urgence ou pas? Il y a une urgence, en tout cas, il y a une mise sur l'agenda public, puisqu'en fait, on croyait qu'on faisait une réforme des retraites, mais ce n'est pas vraiment une réforme des retraites. C'est demander aux Français de travailler plus longtemps, et une majorité de Français a dit pas dans ces conditions. Donc il y a vraiment le sujet travail qui est... Vous voulez réouvrir le débat des retraites? Parce que les syndicats qui sont présents aujourd'hui au CESE vont forcément redire, et Laurent Berger le premier, nous on était prêts à parler retraite, mais il fallait d'abord qu'on s'interroge sur le temps de travail, sur la pénibilité, sur l'organisation. C'est ce que vous nous dites. C'est ce que je dis, puisque la mobilisation, elle a permis de faire comprendre qu'il y avait un sujet travail, qu'il y avait, certains disent une crise du travail, d'autres une révolution du travail. Et ce qui est assez intéressant de cette mobilisation, c'est qu'au départ, il y avait une tentative d'invalidation de cette idée qu'il y avait une vraie question de travail. Les Français ont perdu la valeur travail, ils ne veulent plus travailler, etc. On l'a lu, ouais. Et en fait, non, c'est vraiment pas ça. Les gens qui étaient dans la rue, ils disaient, mais moi je travaille, je tiens à mon travail, mais dans ces conditions-là, je ne fais pas 2 ans de plus. Donc il faut se poser les questions de l'organisation du travail, du management, des conditions de travail. C'est vraiment au cœur des préoccupations des Français qui ont été mis au jour à l'occasion du débat sur les retraites. Il y a les chercheurs. Vous portez une parole. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes prof à Sciences Po et dans d'autres universités. Vous êtes une représentante du CESE et vous parlez au DRH. Il y a encore un grand écart, c'est le cas de le dire, entre ce que revendiquent les salariés aujourd'hui, parce qu'il y a quand même la semaine des 4 jours, on a eu Dominique Carlac, qui est une des candidates au MEDEF. Quand on parle de la semaine des 4 jours au MEDEF, on sent un très grand embarras. On a senti des crispations sur le télétravail. Comment on fait le pont entre ce que désirent profondément les salariés et ce que veut vraiment l'entreprise? On se parle. C'est ça, hein. On se parle. Si je reprends l'exemple de la semaine des 4 jours, c'est d'ailleurs une des préconisations du rapport des Assises du Travail. Oui. C'est que, bien évidemment, il y a une aspiration à des nouveaux équilibres entre vie professionnelle et vie privée, ça c'est clair. Et la semaine des 4 jours est en train d'être testée ou mise en place ici ou là. Mais c'est pas non plus la réponse à tous les problèmes. Ça pose que c'est pas la même chose pour des fonctions de cadre qui sont relativement autonomes
syndrome ou pour des personnes pour lesquelles le télétravail n'est pas du tout possible. Bien sûr. Ça répond à différentes attentes, ça pose différents types de problèmes en termes de protection en cas d'accident, ça pose des problèmes en termes de charge de travail quotidienne et en termes d'intensification du travail. Voilà, il y a un tas de sujets qui sont posés et donc la proposition des assises, c'est de commencer par faire un point sur tout ce qui existe comme expérience et en parler. Et en parler au CESE. Pourquoi au CESE ? Parce que quand on parle de la semaine des 4 jours, c'est typiquement un sujet qui dépasse le dialogue employeur organisation syndicale, c'est un sujet quasi sociétal. On est en train de parler de l'organisation des temps de vie, on est en train de parler des déplacements et des temps de trajet, on est en train de parler aussi, pourquoi pas, la semaine des 4 jours peut être aussi une réponse pour un certain nombre de salariés qui sont des aidants. Et tous les représentants des associations des aidants, des groupes environnementaux, ils sont présents au CESE. C'est l'esprit du CESE d'ailleurs, c'est de réunir tous les corps de la société. Et quand on parle de la semaine des 4 jours au CESE, on va la faire dans toutes ces dimensions-là et faire un bilan. Et l'idée proposée par les assises, c'est qu'à l'issue de ce bilan, il y ait une négociation possible, il y ait une concertation qui s'ouvre sur éventuellement un socle commun de la semaine de 4 jours qui pourrait ou pas se généraliser. Mais Bruno Palier, juste une question, parce que là encore une fois, je me tourne vers celui qui cherche, celui qui observe, qui a des tableaux de bord. C'est bien plus qu'une révolution managériale et organisationnelle, hein, c'est ce que nous dit Sophie Thierry. On a le sentiment qu'on est à un point de bascule sociologique, j'ai presque anthropologique dans notre rapport au travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas si c'est anthropologique, mais de toute façon, il y a une évolution sur le marché du travail, puisque c'est une évolution démographique d'abord, c'est qu'on a effectivement moins d'actifs, donc il y a un marché du travail beaucoup plus tendu. Sortie. Donc ça veut dire quand même que le rapport de force entre salariés et employeurs, il est en train de changer. Hein. On entend de plus en plus parler de j'arrive pas à recruter. Mais cette tendance un peu longue, ça fait 5 à 10 ans qu'on n'a plus 300 000 nouveaux entrants sur le marché du travail, mais plutôt 100 000, 130 000. Ça change beaucoup de choses. Puis il y a eu l'accélération de cette grande tendance dont parlait Sophie, le Covid, le télétravail, etc. Mais du coup, quand Sophie dit on se parle, je pense que c'est une révolution de l'organisation du travail, mais de la conception du fonctionnement de l'entreprise. Parce que vous dites on parle au DRH, et les DRH, ils se sont souvent retrouvés au point de rencontre des tensions entre la stratégie de l'entreprise, les employeurs, les actionnaires et les salariés. La productivité. Voilà. Et donc, ils doivent gérer les contradictions, les tensions. Or, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de penser des entreprises nouvelles où il y a un nous qui est et l'employeur et le salarié. Et le DRH organise les interactions plutôt que de devoir gérer la contrainte. Mais pour ça, je crois que c'est la révolution à faire, c'est véritablement la révolution de la qualité des produits, des services, de la qualité du travail, qui est tout à fait essentielle dans un environnement qui a changé, c'est-à-dire une économie qui est fondée beaucoup plus sur les compétences, la qualité des services rendus, la qualité des produits, mais dans un environnement, les enjeux climatiques, il faut passer du quantitatif au qualitatif. Mais pour faire cela, il faut le co-construire avec les salariés et non pas contre les salariés. Et si je peux me permettre, la révolution, c'est que les entreprises arrêtent de considérer que le travail, c'est un coût, mais que c'est un atout. Et c'est pas seulement une grosse révolution, ça. Oui, c'est une grosse révolution parce que ça fait 40 ans que beaucoup d'économistes nous disent que le travail, c'est un coût, il faut réduire le coût du travail. Les politiques économiques en France visent à réduire le coût du travail, les exonérations de cotisations sociales, mais que beaucoup de stratégies d'entreprise visent à réduire le coût du travail avec les délocalisations, la sous-traitance, se débarrasser des seniors parce qu'ils sont conçus comme... Même si on n'en a jamais autant parlé de ces seniors. Voilà, et l'intensification du travail. Ça, l'idée, c'est trop coûteux, donc il faut qu'on en tire le maximum pour ceux qui restent et qu'on se débarrasse. Faire des gains de productivité. Ça, c'est l'impasse dont on voit les résultats aujourd'hui. C'est les Français disent... 70% des Français, 90% des actifs disent dans ces conditions, moi je ne veux pas travailler plus longtemps. Il faut changer le rapport au travail des entreprises aussi, et pas seulement des Français. J'ai vu une étude de l'Institut Montaigne où il n'y a que 7% de ceux qui ont été interrogés par cet institut, étude de février, qui disent on est d'accord pour travailler plus longtemps. 7% seulement interrogés par l'Institut Montaigne, ce qui veut dire que le débat est profond. C'est Sophie Thierry, vous qui avez travaillé sur ces assises, encore une fois, c'est intéressant de faire le pont. Et vous y reconsacrez cette journée et qui va, j'imagine, nourrir d'autres débats. La journée est d'une richesse incroyable. On a un problème de salaire ou un problème de sens ?
Parce que on se dit, le salaire reste toujours très haut quand même. Quand on voit dans l'hôtellerie-restauration, dans les EHPAD, dans l'accueil aux personnes, les gens disent moi j'aime bien le métier, mais je gagne quand même trop peu pour les efforts que je fais. Il y a un sujet de rémunération, ça c'est clair, et il n'y a qu'à voir dans les différents avis qu'on a rendus au CESE récemment, notamment un sur les métiers en tension, fin d'année dernière, à quel point c'est important, et notamment au niveau des branches, il y a des efforts qui doivent être faits pour que les premiers niveaux démarrent au-dessus du SMIC. Au moins au SMIC. Donc ça, c'est clair qu'il y a un sujet de rémunération, je dirais, qui doit se traiter dans les branches et dans les entreprises. Mais il y a aussi la question du sens. Par contre, dans les assises, on a voulu dépasser cette notion de le sens du travail. Tout le monde met un petit peu ce qu'il veut derrière ça. Ce qui est sûr, c'est que le travail est en train d'être bouleversé par un certain nombre de transformations, de la digitalisation, de l'environnement aussi. De l'environnement qui modifie un certain nombre de règles professionnelles, qui modifie les modalités de déplacement et pour lesquelles on voit aussi qui génère une exigence de cohérence éthique beaucoup plus forte que les salariés attendent de l'entreprise. Ils challengent leur entreprise. Et y compris celles qui sont engagées dans des démarches RSE, par exemple, que ce ne soit pas du greenwashing et elles attendent des preuves. Mais je reviens du coup sur la question avant, c'est que face à ces énormes transformations qui doivent être faites, qui doivent être conduites, il n'y a qu'une seule solution, c'est le dialogue. Il n'y aura pas de solution qui viendront c'est bon de vous entendre dire ça, vu le contexte. Des dirigeants, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou d'autres. C'est le dialogue. Et il y a 3 choses très importantes qui sont dans Mais le CESE porte cette question-là. En creux, vous nous dites, c'est peut-être au CESE que peut se retisser le dialogue qui a quand même été rompu depuis presque 6 mois. C'est ça. C'est ça l'idée quand même. Alors, déjà dans les assises, c'est important de le dire, parce que c'est des travaux qui ont lieu en décembre, janvier, février, avec des personnalités qualifiées, avec des représentants de partenaires sociaux. L'axe fort de ces assises, c'est quand même de regagner la bataille de la confiance. Et du dialogue. Via des pratiques managériales renouvelées, moins de reporting, moins d'organisation ultra-pyramidale, mais plus de responsabilisation des équipes, du dialogue professionnel et de l'écoute des travailleurs. Et ça, c'est une préconisation forte qui, d'ailleurs, se retrouve aussi bien dans les assises que dans les derniers avis du CESE, c'est d'intégrer dans le Code du travail le principe d'écoute des travailleurs. Très important. Et on dit bien des travailleurs parce que ça vaut pour les entreprises privées, quelle que soit leur taille. J'entends bien. Et ça vaut aussi pour le secteur des fonctions publiques. Et vous dites travailleurs, et vous ne dites pas collaborateurs. Les mots ont un sens. Absolument. Bruno Palier, vous vouliez intervenir. J'avais une question à vous poser. Sur la question sens ou salaire, la clé pour les salariés, c'est la reconnaissance. Donc des fois, la reconnaissance, elle se traduit par une augmentation salariale. D'autres fois, c'est aussi reconnaître la contribution de chaque salarié à l'œuvre collective. Là, il y a un vide sur ce sujet-là. Toutes les études que l'on a examinées sur ce plateau montrent que la forte demande, c'est presque « aimez-moi », aimer le travail que je fais. Et il y a une sorte de frustration. Ça, vous le constatez? On le constate complètement sur les enquêtes sur le sens du travail, la satisfaction au travail, les conditions de travail. Une des questions clés, c'est est-ce que ma contribution est reconnue dans l'œuvre collective de l'entreprise? Vous dites travailleur ou collaborateur? Non, moi je dis travailleuses et travailleurs, parce que salarié, c'est un peu passif, parce que collaborateur, c'est pas forcément le sentiment qu'on a suivant le mode de management en tout cas. Et là, je reviens sur la question essentielle de à la fois l'organisation du travail, c'est comment on organise la production, les services, etc. Le management, est-ce qu'il est vertical, les chiffres imposés, séparés du lieu de production? Je ne sais pas si vous avez perçu une transformation profonde, c'est que les fonctions d'encadrement, de management, de DRH sont de plus en plus séparées physiquement des lieux de production, et là on va concevoir la stratégie, les chiffres, etc. Et ça tombe d'en haut. Et ça tombe d'en haut. Et ça, les salariés n'en peuvent mais que ça tombe d'en haut sans leur demander leur avis, sans même avoir la possibilité d'avoir un retour d'expérience, tout simplement, de dire mais moi je sais ce qui se passe quand je fabrique. Mais on n'écoute pas, parce que c'est le mot écoute que vous soulevez. C'est l'entreprise libérée, excusez-moi, je veux pas. Complètement. Il y a un peu de ça. Et je vous explique que le boulon, on gagne en productivité si je tourne à gauche et vous m'obligez à le tourner à droite. C'est ça. Là-dessus, donc on va en parler aujourd'hui de ces modes de management. Où on a un peu de taylorisme, un peu d'artisanat qui reste, mais les deux, c'est le lean et c'est le libéré ou l'apprenant. Les travaux qui ont été faits là-dessus, ils montrent qu'au cours des 15 dernières années, l'apprenant a perdu au profit du lean. C'est ça. Donc on a quand même une évolution qui est
contraire à l'histoire de ce qu'on peut voir en Allemagne, de ce qu'on peut voir dans les pays nordiques, de ce qu'on peut voir asiatique complètement, de ce qu'on peut voir en Californie. On est dans la verticalisation, la chasse au gaspillage, au superflu, au coût, au travail. Sophie Thierry, un mot quand même, parce qu'il est un mot un peu politique, j'allais dire. Comment on réconcilie les Français, pas forcément dans leur dialogue avec les boards ou même le gouvernement, pour parler de Sophie Binet et de Laurent Berger, mais comment on réconcilie les salariés qui peuvent, parce qu'ils sont dans le tertiaire, parce qu'ils sont col blanc, faire du télétravail, et ceux qui sont obligés d'être postés parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de l'être, et qui se disent, mais il y a quand même un peu une forme d'injustice. Ça, c'est une réflexion qu'ont les DRH. Ils ont des salariés qui leur disent, mais moi aussi, j'aimerais bien pouvoir profiter de ma famille le vendredi, et je ne peux pas. Comment on traite cette question-là? Comment on l'adresse, pour utiliser un mot d'entreprise? Ça peut être très différent selon les secteurs d'activité, d'où l'idée d'expérimenter la semaine de 4 jours. Eh oui. La semaine de 4 jours on y revient. Peut être une des solutions, mais ça peut être une des solutions, il peut y en avoir d'autres. Pour rebondir sur ce que venait de dire Bruno, notre rapport aux assises s'appelle « Reconsidérer le travail ». C'est-à-dire qu'il y a un besoin des travailleurs d'être reconnus dans leur travail. Moi, je ne sais pas si ces travailleurs qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas sont opposés, s'il y a besoin de les réconcilier. Ce qu'ils ont tous besoin, c'est que leur contribution à une œuvre collective soit reconnue en tant que telle. Plus grande qu'eux. Et on l'a vu par exemple au moment du Covid, plusieurs études ont montré ça, que les équipes de soignantes, notamment d'infirmières, d'infirmiers, de médecins dans les hôpitaux, ont bien évidemment eu affaire à un afflux de patients et à des conditions de travail très difficiles, très intenses, mais ils ont tous dit qu'ils avaient retrouvé le sens de leur travail, qui était de soigner coûte que coûte, et non pas de répondre à un certain nombre de procédures, de consignes. Des ordinateurs. Voilà. Et on leur refaisait confiance pour trouver la solution, pour faire face à l'urgence, pour faire face à l'urgence de soigner. Et c'est ça que tout le monde a envie de retrouver. Il y a effectivement une étude qui dit que la place du travail est passée des années 90 à 60%, à 24% aujourd'hui, mais en même temps, on a une étude de l'Institut Montaigne qui explique que 77% des Français disent qu'ils aiment leur travail. Donc les Français ne tournent pas le dos à leur travail. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir leur mot à dire sur la façon dont leur travail est fait et être reconnu sur cette contribution. Et c'est pour ça que repenser les modes de management, réinstaurer, généraliser du dialogue professionnel, c'est-à-dire du dialogue social, pas sur des agendas... Écoute, le mot écoute. Voilà, pas sur des agendas uniquement administratifs, mais qui est un dialogue sur le travail, donc de proximité, et puis l'écoute de salariés, notamment sur tout ce qui est organisation et conditions de travail. Sur ma question, je ne parle pas de lutte des classes, parce que le mot est vieux, un peu comme le taylorisme, mais néanmoins quand même, on parle de travailleurs, on parle de salariés postés, on parle de première ligne, on parle de gens qui n'ont pas d'autre issue que d'effectuer la tâche qu'ils ont à faire. Comment les choses peuvent évoluer, parce que c'est un débat politique qui est posé aussi aux hommes politiques. Comment réenchanter le travail lorsqu'on est malgré tout dans un hangar et qu'on conduit un Fenwick? Moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand on dit écouter les salariés, dialogue social, compromis, c'est sortir de la lutte des classes. Or, on a peut-être un peu trop de représentants syndicaux et patronaux et de salariés qui sont dans cette vision. Le 20e siècle. 19e. 19e, l'industrie, exact. Mais... moi, ce que je voulais dire, parce que vous parlez d'entreprises libérées, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des expérimentations actuellement dans les entreprises de ménage, d'aide à domicile, dans les entreprises de soins aux personnes, d'organisation apprenante, où donc on va ouvrir les questions de quand est-ce que ça vous arrange de travailler, d'essayer de tenir compte de cela, de faire du retour d'expérience sur tel client, sur tel trajet, etc. Ça fait de la marque employeur aussi. Mais complètement, mais si vous voulez, ce que je voulais dire là, ce n'est pas réservé au top. Ça peut être aussi pour des métiers de première ligne. Exactement. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a les privilégiés parce qu'ils ont des diplômes, des qualifications reconnues, qu'eux, ça va être facile, télétravail, etc. Parce qu'il y a aussi des problèmes là, de sens, notamment. On l'a vu sur AgroTech, etc. Mais il y a la possibilité d'organiser les choses de façon beaucoup plus horizontale et inclusive, y compris pour ces métiers de première ou de seconde ligne. Merci à vous. La journée est très riche. Je vous laisse filer au CESE. Le CESE
CESE, on l'aura compris, il faut le redire, parce que le CESE, certains évoquaient même l'idée de le supprimer, puisqu'il ne servait à rien. Et quand on voit cette journée et la qualité des intervenants, on voit l'utilité de cette caisse de résonance qui peut être presque l'avant-garde. C'est peut-être comme ça que vous l'imaginez, j'imagine, de la réflexion. Tout à fait. Et voilà, après 40 ans de politique de débat sur l'emploi, on vient enfin sur les sujets du travail, c'était nécessaire. Et c'est peut-être parce que le chômage de masse n'est plus aussi prégnant. Mais le CESE, c'est un lieu où il y a les organisations syndicales, les organisations patronales. Les associations. Mais les associations, les groupes environnementaux. Et du coup, on a une vision sur le travail qui est beaucoup plus ouverte. On vient de faire un avis travail et climat. Comment le climat vient impacter les organisations du travail, voté à l'unanimité. Et là, le CESE est vraiment au rendez-vous du débat sur le travail, impacté par des choses qui dépassent peut-être le périmètre traditionnel du dialogue social. Vive le CESE, tiens, ça fait du bien de le dire, après des années où des personnes souhaitaient le supprimer. Merci à vous, Sophie Thierry, présidente de la commission Travail, Emploi au CESE, à l'origine, avec d'autres, de cet événement important. Et il aura des conséquences. Et j'espère que vous reviendrez peut-être nous faire les conclusions de tout ce qui aurait été dit. Merci Bruno Palier, parce que vous n'êtes pas tout à fait, vous n'êtes pas anodin dans le dispositif non plus. Vous avez joué votre place. Vous êtes directeur de recherche CNRS Sciences Po et vous allez vous aussi filer au CESE pour une journée importante autour des questions de travail. Merci à vous. À bientôt, j'espère. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité évidemment.